nuit au bureau parisien de la maison d'édition Actes Sud en compagnie de Marguerite Pozzoli, prestigieuse traductrice de l'italien. Maintenant, elle s'est occupée en particulier d'un livre qui s'appelle Les petites personnes par Anna Maria Ortese. Alors déjà pouvez-vous nous récapituler un peu votre parcours italien et notamment les raisons de votre intérêt pour Anna Maria Ortese? Alors, il y a très longtemps que je m'intéresse à Anna Maria Ortese. Un des premiers livres d'elle que j'avais proposé à Actes Sud était La Lente Scura, qui sont en fait des récits de voyage, des textes de voyage, qui ont été pris effectivement quelques années après et que nous avons traduits ensemble avec Claude Schmitt, qui est aussi un grand traducteur d'Anna Maria Ortese, sous le titre de Tour d'Italie. Parce qu'elle parle aussi, d'ailleurs, dans ses récits, qui sont souvent des articles qu'elle écrivait pour la presse, de cyclistes qui faisaient le Tour d'Italie. Elle a suivi quelquefois ce tour, ce fameux Giro d'Italia. Et en même temps, c'est un Tour d'Italie parce qu'on voyage dans toutes sortes de villes, puisqu'Anna Maria Ortese a quand même été une sorte de nomade pendant toute sa vie, une nomade qui essayait de gagner sa vie également en écrivant des articles pour la presse. Donc moi, c'est le premier livre que j'ai proposé, pas que j'ai traduit, mais que j'ai proposé. Et petit à petit, c'est vrai que Hubert Nissen, qui était à l'époque directeur d'Actes Sud, est tombé lui aussi petit à petit amoureux d'Anna Maria Ortese et que nous avons réussi avec Claude à faire prendre, d'ailleurs maintenant, pas mal de livres qui sont dans cette belle collection, Un endroit où aller. Donc une nomade qui est née à Rome, qui a passé peut-être l'essentiel de sa vie à Naples, mais qui a beaucoup voyagé à travers l'Europe et qui a produit beaucoup de livres dont le public français n'est pas tellement au courant. Enfin, il faudrait que le public français, grâce aussi à des traducteurs ou traductrices tels que Marguerite Pozzoli, connaissent davantage cette signature de grand prestige de la littérature italienne du XXe siècle. Je rappelle que Anna Maria Ortese était née en 1914, elle est morte en 1998, et ses intérêts ont été d'une extrême diversité, n'est-ce pas? Alors, on va quand même mettre les choses à leur place, rendre à César ce qui est à César. C'est quand même Gallimard qui a été un des premiers à publier de grands livres d'Anna Maria Ortese, oui, comme L'Iguane, ou encore un livre qui est peut-être l'un des plus importants, avec La douleur du chardonneret, c'est La mer ne baigne pas Naples, qui est en même temps une phrase emblématique de la manière dont elle regardait Naples, justement, con la lente scura, c'est-à-dire sans les lunettes de l'optimisme ou du tourisme, mais avec un regard un peu impitoyable. Et donc, il y a eu aussi d'excellents traducteurs comme Louis Bonaloumi, qui lui ont rendu hommage en traduisant ces livres extrêmement importants. La douleur du chardonneret a d'ailleurs, je pense, un reçu de prix littéraire très important en Italie, et c'est aussi un de ses livres les plus magnifiques, donc publié par Gallimard. Mais c'est vrai qu'Actes Sud peut se targuer d'avoir publié de très beaux textes comme Corps céleste, Là où le temps est un autre. Ces livres qui recueillent aussi toutes sortes d'articles ou de nouvelles comme Aurora Guerrera, Tour d'Italie. Plus récemment, un petit bijou posthume qui s'intitule Mistero Doloroso, qui est presque un conte de fées à l'envers qui se déroule effectivement à Naples. Et donc là, dernièrement, ce texte également posthume. Mais donc c'est vrai, un auteur qui n'a jamais eu, je pense, la reconnaissance qu'elle mériterait aussi bien en Italie de son vivant qu'en France. Elle a eu beaucoup de mal toute sa vie en Italie, peut-être parce qu'elle était toujours un petit peu à côté, elle était un peu sauvage, elle n'aimait pas vraiment entrer dans le jeu littéraire. C'était une solitaire. Et heureusement qu'à la fin de sa vie, avec Adelphi, elle a eu quand même presque toutes ses œuvres éditées ou rééditées chez ce grand auteur. Et elle a eu aussi, il faut le rappeler, comment dire, des subsides pour ne pas vivre dans la misère. C'est au fond pour elle qu'a été fondée à l'initiative de plusieurs écrivains italiens
la legge Bacchelli, qui permet aux écrivains qui sont dans le besoin d'avoir une petite rente mensuelle. Bacchelli était un grand écrivain qui avait mal géré ses intérêts financiers. Il était même connu par le public de la télévision, car son grand roman Il Mulino del Po avait été l'objet d'une sorte de feuilleton télévisé. Donc, en théorie, c'était quelqu'un qui gagnait bien sa vie, mais qui en même temps n'avait pas de talent financier, peut-être il était trop dépensier, et donc il s'est retrouvé à plus de 80 ans, pratiquement sans ressources. Et il a été créé cette loi j'ignorais que cette loi avait été utilisée. Elle a été la première des premières à en bénéficier, je crois. Oui. C'est pas Legge Bacchelli, parce que le premier c'était lui, mais après il y a eu différentes personnalités du monde culturel italien qui ont été aidées grâce à cette loi. Donc, une individualiste farouche qui ne s'est pas liée à des groupes d'intérêt, à des groupes littéraires. Les gens peuvent penser que l'écrivain est quelqu'un qui vit en solitaire, un écrivain. Non, l'écrivain souvent doit se consacrer au plus vulgaire des métiers, c'est-à-dire l'autopromotion. Passer sa journée en décrivant les mérites de ses propres ouvrages. Donc, ce qu'elle ne savait pas faire, je crois. Ce qu'elle ne voulait pas, elle ne savait pas faire. Et c'est vrai que, à la fois peut-être à cause de sa nature et à cause de ses besoins financiers, elle a été effectivement une sorte de nomade, puisque, bon, on le disait, elle est née à Rome. Elle a vécu aussi une partie de son enfance en Libye, pour suivre sa famille là-bas. Et elle a passé des années extrêmement importantes à Naples. Il en est d'ailleurs question dans ce grand livre qu'est Le port de Tolède, où elle a connu à la fois son épanouissement, à la fois sentimental, je pense, et son éveil à la littérature. Donc c'est vrai que c'est aussi un roman de formation que Le port de Tolède, Tolède qui est Naples, transparent aussi à cause de la vie à Tolède, où elle a découvert aussi ce que serait son écriture. Et la manière dont elle voulait écrire, c'est né là à travers ses déambulations, à travers ses promenades et à travers ce désir qu'elle avait de transfigurer toujours le réel. Pas en l'embellissant, mais à travers une sorte de vision qu'elle en avait. D'ailleurs, le thème de la vision est très important chez elle, une visionnaire. Peut-être aussi parce qu'elle a vu très vite, loin et avant les autres, ce qui s'est passé aussi d'ailleurs dans ce petit livre magnifique, Les petites personnes. C'est peut-être pour ça aussi. C'est une clé de lecture intéressante, c'est-à-dire que ces raisonnements qui sont nourris d'une solide culture littéraire et philosophique aussi, sont parsemés d'images, justement les images d'une visionnaire. Oui. Oui. Donc, alors, nous parlons aujourd'hui de ce livre qui s'intitule Les petites personnes et qui a aussi un sous-titre En défense des animaux et autres écrits. Alors, l'un des partis pris de Anna Maria Ortese, c'est que les animaux sont des êtres comme nous. Et donc qu'il faut les respecter. Alors, elle n'est pas mièvre, elle n'est pas malade de sensiblerie, mais elle a créé une philosophie illustrant son respect et en argumentant son respect des animaux. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que dans toute son œuvre, il y a une thématique qui est importante, c'est le respect vis-à-vis des plus faibles. Qu'il s'agisse d'enfants, qu'il s'agisse de personnes qui sont plus ou moins handicapées mentales, qu'il s'agisse des plus faibles économiquement. Elle a toujours eu le souci, dans tous ses livres, de regarder ce qu'en général on ne voit pas, ceux à côté desquels on passe, quelquefois parce qu'ils ne sont pas dotés aussi de paroles, entre guillemets comme l'animal, mais aussi des êtres humains. Je pense à une très belle nouvelle qui est justement, je crois, dans Tour d'Italie,
dans laquelle elle se rend avec un journaliste dans une des villes les plus pauvres du Sud, il me semble que c'est à Matera. Et là, une petite fille lui apparaît comme une véritable sauvageonne, elle l'a su, elle ressemble à un petit animal. Et quand elle s'aperçoit, cette petite fille, qu'elle intéresse Anna Maria Ortese, que le photographe la photographie et qu'ensuite on lui demande comment elle s'appelle, cette petite fille exprime une joie extraordinaire parce qu'elle s'est vue reconnue en tant qu'être humain. Et donc, il faut ramener, je crois, à ça, ce souci des derniers que sont pour elle les animaux. Parce qu'en fait, ils sont, dans nos sociétés dites industrielles, exploités, utilisés, ou même dans les sociétés agricoles, utilisés à des fins économiques, et souvent maltraités. Et donc, il faut le rattacher donc à toute une philosophie qui est pour elle, comment dire, le respect de l'humain en général et de la vie avec un V majuscule dans son ensemble, qu'il s'agisse de végétaux, qu'il s'agisse d'animaux, qu'il s'agisse d'êtres humains, quels qu'ils soient, et donc en particulier ceux auxquels la société prête le moins d'attention. Donc voilà, elle a une vue quand même qui est très globale. On ne peut pas la ramener simplement à une cause animalistica. C'est très intéressant de constater que Anna Maria Ortese ne fait pas uniquement référence aux animaux qui vivent avec nous comme les chiens et les chats, par exemple, ou les petits oiseaux. Mais elle fait référence aux animaux en général. Là, vous avez fait référence à l'utilisation des animaux dans l'agriculture, qui aujourd'hui est moindre qu'il y a un siècle. Mais de toute manière, notre planète comporte encore aujourd'hui des lieux où les animaux sont largement utilisés dans l'agriculture. Tout le monde ne ressemble pas à... La ferme des 1000 vaches, par exemple. Oui, voilà. Donc c'est globalement la cause des animaux qui tient à cœur à Anna Maria Ortese. Oui. En fait, pour elle, l'animal est inséparable de l'humain. Pour elle, l'animal a un visage. Elle dit que l'animal est doté d'un visage comme nous. Et comme vous le disiez, il ne s'agit pas seulement des animaux de compagnie qu'elle aimait, elle en avait. Elle avait des oiseaux en cage à Naples, elle a eu de bons chiens dont elle parle dans une magnifique nouvelle qui là est sur le registre de la nostalgie et de la mélancolie. Mais elle s'indigne devant l'utilisation qui est faite de l'animal justement dans les élevages, dans les centres où l'on pratique la vivisection, donc dans le domaine scientifique, où d'après elle, on inflige des souffrances inutiles aux animaux, dans les cirques, dans certaines fêtes villageoises ou dans certaines fêtes liées à certains pays comme l'Espagne, où l'animal est, entre guillemets, sacrifié au nom d'une tradition, et même... Donc elle est contraire au cirque. Absolument contraire. Elle va quand même à un certain moment assister à un spectacle de cirque. Mais on sent qu'elle est, comment dire, qu'elle sympathise, qu'elle est en empathie totale avec les fauves, et elle trouve que ces fauves en cage ne sont pas dans un milieu qui devrait être le leur, que leur fierté et leur noblesse naturelle sont humiliées par ceux qu'on leur fait subir. Alors, il faut savoir que j'ai eu l'honneur de présenter avec Marguerite Pozzoli un autre livre italien important. Il s'appelle l'Artusi, c'est-à-dire Artusi est un classique pour la bibliothèque de la famille moyenne en Italie. L'Artusi est incontournable. Or, Artusi s'occupe de la gastronomie italienne et justement vient d'être traduit pour la première fois en langue française. Mais alors, comment concilier cet amour pour les animaux avec leur utilisation gastronomique? Alors, d'une part, je pense que Anna Maria Ortese n'était pas très gourmande. Autant certains auteurs que j'ai lus et traduits sont de grands gourmands, autant je pense que la nourriture ne l'intéressait pas énormément et qu'elle devait être plutôt végétarienne. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas végétarienne. Et en ce qui me concerne, j'ai trouvé aussi en lisant l'Artusi qu'il y avait chez lui un souci de la souffrance animale, qui est d'ailleurs
très avant-gardiste, finalement, quand il parle des pintades que l'on saignait, enfin, que l'on tuait justement en les saignant, et qu'il trouvait cette souffrance complètement inutile, ou quand il parle des petits oiseaux que l'on cuisine, et où il considère que c'est quand même une souffrance qu'on inflige à ces petits oiseaux que de les capturer comme on le fait. Et Artús avait quand même le souci de la nature. Il n'a jamais incité à consommer de manière immodérée et à consommer des produits dont on pourrait facilement se passer. Donc je ne crois pas que ce soit antithétique. Mais c'est vrai qu'Ortez n'est pas quelqu'un dans lequel on trouve des évocations de grandes émotions culinaires. Elle était en même temps, je crois, pour la frugalité, pour la simplicité, et elle trouvait que à Pâques, manger de l'agneau, pour elle, l'idée était insupportable. Quand elle pensait à tous les agneaux que l'on allait sacrifier à Pâques, elle éprouvait un sentiment d'horreur, il faut bien le dire. Oui, donc pour elle, c'était une sorte de massacre des innocents. Oui, exactement. Ouais, c'est oui. ça. Il y a une scène très significative, là où elle raconte, elle est dans une boucherie, elle voit un petit enfant qui est là avec sa mère, et cet enfant a un mot de tendresse et de pitié vis-à-vis d'agneaux qu'il voit suspendus à des crocs écorchés. Et elle trouve que spontanément, l'enfant a pitié de cet animal qui est presque son égal, qui est presque son frère, entre guillemets. Voilà, donc un livre que nous conseillons aux visiteurs de notre site, Les petites personnes, par Anna Maria Ortese, traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli et édité, n'oublions pas, par Actes Sud. Mais Marguerite Pozzoli n'a pas répondu à la toute première question que je lui avais posée, c'est-à-dire, je lui avais demandé de nous raconter un peu brièvement, mais enfin de nous raconter son parcours italien, c'est-à-dire comment de traductrice. Mais oui, comment longue histoire qu'elle s'est penchée sur la littérature italienne et quels sont les auteurs italiens qu'elle a aimés le plus. Mais c'est une longue histoire, puisqu'il y a maintenant, quand même, j'ai commencé à traduire dans les années, au milieu des années 80. Ça a été quand même grâce à la rencontre avec les éditions Actes Sud qui m'ont permis, comment dire, d'exprimer mon attachement profond pour l'Italie, puisque je suis née en Italie, de parents italiens, et que la langue italienne a toujours été très importante pour moi, et que c'est à partir d'un livre d'une Sicilienne, Maria Messina, pour lequel j'avais eu un vrai coup de foudre, que j'ai commencé à traduire. Et puis, tout de suite, j'ai eu envie de traduire des auteurs qui représentent non seulement le Sud, mais aussi le Nord, de traduire la littérature italienne dans la multiplicité de ses voix, de ses musiques. Et donc, voilà, je me suis promenée, j'ai essayé de découvrir, puisque le but d'Actes Sud était de découvrir des auteurs. Donc, j'ai essayé, dans la mesure de mes moyens, de découvrir ou de redécouvrir. Et c'est vrai qu'Anna Maria Ortese, c'est quelqu'un que l'on n'a pas fini d'explorer et de découvrir, la preuve, donc ces textes posthumes. Et mon parcours, il est extrêmement éclectique, puisque j'aime traduire des auteurs dont les voix sont très différentes, puisque ça va de Giorgio Pressburger, qui est un auteur très important pour moi, un auteur de Trieste, à Domenico Rea, un grand auteur napolitain dont Anna Maria Ortese parle d'ailleurs dans La mer ne baigne pas Naples, et qui m'a parlé lui-même d'Anna Maria Ortese, c'est assez curieux. Antonella Cilento, qui adore aussi Anna Maria Ortese, puisqu'elle lui a consacré en 2006 une très grande exposition à Naples, au cours de laquelle elle a montré aussi les supports sur lesquels Anna Maria Ortese écrivait, et c'était même quelquefois des petits bouts de texte sur des paquets de cigarettes. Alors j'ai été navrée de rater cette magnifique exposition qui faisait entrer vraiment dans le cœur de cette œuvre. Puis j'ai traduit les auteurs que j'ai adoré traduire, c'est Maurizio Maggiani, par exemple, Il coraggio del pettirosso, le courage du rouge-gorge. Traduire en ce moment, et je continue à lui être fidèle, Marta Morazzoni, La note secrète, qui est un magnifique roman. Luigi Guarnieri aussi, que nous avons été les premiers à publier en France, avec La double vie de Vermeer, et dont nous venons de publier Le sosie d'Adolf Hitler. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait entrer en France presque une vingtaine, je crois, d'auteurs italiens
donc pas Anna Maria Ortese, mais d'autres auteurs qui étaient encore inédits en France, et je continue à chercher. Alors, je voudrais conclure en soulignant qu'une maison d'édition comme Actes Sud représente un défi contre un certain centralisme parisien. Ici, il y a le bureau de presse, mais quand même, le cœur d'Actes Sud, c'est à Arles, dans lequel il y a donc la maison d'édition, avec toute la chaîne, depuis les manuscrits jusqu'aux couvertures. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une chance d'habiter Arles, puisque je peux suivre le livre du début à la fin, le regarder en cours de fabrication, discuter du choix des couvertures. Et c'est maintenant, peut-être même après la mairie, l'employeur le plus important d'Arles. Et vraiment une belle maison d'édition très généraliste. On avait présenté sur l'Italien Direct la magnifique traduction de l'Enfer de Dante de Daniel Robert, éditée également par Actes Sud. Voilà. Une maison d'édition qui innove sans arrêt et qui prend des risques et qui, comment dire, a gardé cette espèce d'enthousiasme de la jeunesse. Ouais. Merci infiniment. Merci à toi, à toi infiniment, de votre fidélité, puisque c'est la deuxième fois maintenant que nous dialoguons, avec grand plaisir. Merci.